Bonjour David. Je voudrais vous remercier de prendre le temps à répondre aux questions des élèves. Alors, je commence avec la première question, ce qui est, qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous aviez su que cela vous arriverait, ce qui vous est arrivé pendant la guerre? Personnellement, il y a très peu de choses que j'aurais pu faire. J'étais un enfant lorsque les hostilités ont commencé, lorsque mon pays a été occupé par les troupes allemandes. J'avais 8 ans et demi et j'avais 13 ans et demi quand les hostilités se sont terminées. J'étais donc entièrement un enfant, c'était mes parents qui décidaient. Qu'auraient-ils pu faire d'autre? Je ne sais pas. Ils ont essayé de fuir d'abord. Ils ont essayé de quitter l'Europe qui était envahie, mais cela étant impossible, ils sont revenus en Belgique dans la maison familiale. Il reste qu'à cette époque, les Juifs qui vivaient hors de l'Allemagne et hors des territoires occupés par les troupes nazies, c'est-à-dire la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, croyaient encore que en Belgique, en Hollande, en France, dans les pays non entièrement soumis à l'Allemagne, les Juifs allaient pouvoir continuer à vivre difficilement peut-être, mais normalement. Et de ce fait, durant la première époque, c'est-à-dire la première année, alors que se succédaient les différentes humiliations, les différentes difficultés, les Juifs se sont simplement recroquevillés sur eux-mêmes. Ce n'est qu'un an après que les réelles persécutions ont commencé, que les déportations ont commencé et que les Juifs se sont à ce moment-là rassemblés et ont envisagé pour la plupart tout simplement de soit quitter le pays s'il était encore possible, ce l'était très peu, soit de se cacher. Et c'est ainsi que, en fait, nous sommes entrés en clandestinité après avoir frôlé de très peu l'arrestation et la déportation. Mais il y a très peu de choses que réellement nous aurions en famille pu éviter. Les Juifs en général auraient-ils pu faire autre chose? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, en dehors du régime nazi en Allemagne qui contrôlait la population, il reste que cette doctrine avait envahi les esprits et était largement acceptée par la majorité de la population. Il faut savoir que depuis les tout débuts de notre ère, un antisémitisme religieux avait régné en Europe sur tout le continent. Cependant, à partir du début du 19e siècle, c'est-à-dire après la Révolution française, la partie religieuse de la persécution avait changé et l'on se trouvait en fait et de fait en face d'un antisémitisme qui, soi-disant, était relié à des données scientifiques. En effet, plusieurs intellectuels suivaient ce qu'on a appelé le darwinisme social, ce qui voulait en fait dire tout simplement une ségrégation entre
un mode sélectif dans les populations avec des races, avec des origines qui étaient humaines, parfaites, et des populations qui étaient soi-disant inférieures. Cet élitisme allait conduire à l'eugénisme, c'est-à-dire à un principe de sélection qui allait largement se trouver à la base des théories du nazisme. Et c'est ainsi que dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, le nazisme, avec ce principe d'élimination de tous les juifs, s'est trouvé répandu très largement en Europe et dans le monde occidental en général, et adopté, entendons-nous là-dessus, adopté non seulement par quelques visionnaires largement des fous, mais également par des gens soi-disant très bien informés, très instruits, et parmi lesquels on trouvait toutes les classes de la société, depuis les universitaires, des chefs de gouvernement et bien sûr des chefs religieux. Alors, devant ce assaut massif fait par les intellectuels qui voulaient éliminer complètement la population juive, il y avait peu de choses à faire, sinon essayer de convaincre ceux qui étaient en charge des esprits que cela n'avait pas de sens. C'est ainsi, par exemple, qu'en Allemagne, où les principes philosophiques étaient très largement diffusés et où les intellectuels philosophes étaient respectés, on s'est trouvé en présence de conflits entre de très grands penseurs. Je pense à Husserl, par exemple, et à Heidegger. C'est ainsi qu'une disciple de Husserl, le père de la phénoménologie, a écrit très tôt au pape pour lui indiquer que les positions de Hitler et son antisémitisme conduisaient inévitablement, inexorablement au massacre de toute une population. Edith Stein, qui a écrit au pape Pie XI, n'a jamais reçu de réponse. La réponse, en fait, est seulement venue après la guerre, lorsque on a soi-disant redécouvert sa lettre, lorsque, à ce moment-là, en guise de pardon, d'excuse, l'Église a même été jusqu'à canoniser cette philosophe qui, entre-temps, s'était convertie au catholicisme et de la mettre à la tête des saintes protectrices de l'Europe. Mais tout cela ne fait que c'est du après ce qu'on pouvait faire avant. Malheureusement, je crains que c'était un lavage d'esprit qui s'est répandu à travers le monde et qui laissait peu de chance aux Juifs en général et à mes parents en particulier à s'opposer et à résister. Et David, est-ce que vous avez pardonné depuis aux Allemands pour ce qu'ils ont fait? Les Allemands, non, je pense... Est-ce que vous pouvez pardonner aux Allemands pour tout ce qu'ils ont fait? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas aux Allemands d'abord que je pense. Le nazisme, l'antisémitisme a pris, l'antisémitisme tel que je viens de le définir, a pris bien sûr
un essor marqué en Allemagne, mais il faut bien se rendre compte que c'est dans le monde entier qu'il y avait un support à cela, je l'ai dit tout à l'instant, et cela parmi les hommes et parmi les femmes. On oublie trop souvent que les femmes ont emboîté le pas aux hommes dans la chasse, la poursuite, les actes criminels vis-à-vis des Juifs. Il se fait que ce n'est donc pas une élite allemande, c'est réellement toute une population qui, à un moment donné, a voulu et a accepté de considérer que les Juifs n'avaient plus leur place dans la société de l'époque et devaient en fait être éliminés. Il se fait que le pardon qu'on réclame parfois aux Juifs en général et aux survivants en particulier ne peut être accordé sur une base générale. Le pardon est un fait très mal compris. Le pardon, mot français, est souvent pris de façon très légère, comme la traduction du terme anglais sorry. Quand on marche sur les pieds de quelqu'un, on dit sorry, pardon. Mais ce n'est pas de ce pardon-là que nous parlons. Nous parlons d'un pardon qui est très profond et qui, par exemple, a été réservé comme un privilège aux plus hauts dignitaires de notre société. Le pardon royal, par exemple, qui est accordé de façon tout à fait subjective, tout à fait personnelle au roi, à la reine, au président, pour lever la peine de certains criminels. Là encore, ce privilège du puissant a été envié largement par des puissances religieuses qui qui ont embarqué très largement dans ce système et ont jalousé le privilège que se réservaient les puissants du monde. Par exemple, dans les églises chrétiennes, on a laissé aux religieux le privilège de pardonner les péchés, et cela d'une façon très générale. Mais même là, il y a des erreurs qui se font. Dans une des prières les plus essentielles, les plus centrales, puisqu'elle date de l'Évangile, le Pater, dans les langues véhiculaires que nous utilisons, l'anglais et le français, on va parler d'offense. Dans le texte latin, si vous regardez, il y a une remise des dettes. Et c'est bien de là que date toute l'origine du pardon. Autrefois, et cela à l'époque de l'homme primitif, de la plus haute antiquité, on parlait de remise de dettes, de dettes qui, en général, pouvaient amener les particuliers à devenir des esclaves. Et cette remise de dettes avait un but social très profond et très pratique et très utile. Nous avons voulu étendre cela à toutes sortes d'offenses qui n'étaient pas tout à fait du même ordre. Mais il faut bien se rendre compte que si notre société accepte d'accorder un pardon, elle ne le fait que dans la mesure où le coupable, le responsable demande ce pardon. Il n'est pas tout à fait du même ordre d'accorder un pardon de façon gratuite. Il est important de comprendre qu'il faut demander le pardon
il faut se rendre compte d'abord de l'importance de l'acte, ne pas le réduire à une action sans importance, comme ont voulu le faire, par exemple, d'une façon très réelle, un personnage français, Jean-Marie Le Pen, qui traite Auschwitz, un des camps d'extermination des Allemands les plus meurtriers, puisqu'on y compte 1,2 million ou 300 000 morts. Eh bien, il le compte comme un accident de l'histoire, une bagatelle. Si l'on prend cela comme tel, alors à ce moment-là, non, il n'y a pas de pardon pour quelqu'un qui ne comprend pas. Mais celui qui réalise qu'il a causé un tort important, qu'il a une responsabilité, non pas seulement dans le fait d'avoir agi, mais d'avoir soutenu, d'avoir approuvé, d'avoir permis. Si ce personnage-là, en pleine connaissance de cause, accepte de reconnaître qu'il est coupable, qu'il est responsable, qu'il est imputable, à ce moment-là, on peut passer au stade suivant. À ce moment-là, on peut lui dire que l'on va envisager, selon certaines modalités, de considérer sa responsabilité et d'accepter non pas des excuses, non pas des regrets, mais réellement de le mettre en condition de pouvoir reprendre une vie normale. On n'oublie rien. Le pardon n'est pas un oubli. On veut que réellement le personnage qui a fait du mal et qui le reconnaît accepte de ne plus recommencer parce qu'il s'est rendu compte de l'importance du tort qu'il faisait. Et ce faisant, il doit également accepter de dédommager, rembourser la dette s'il en a les moyens, et s'il ne l'a pas, la remise qu'on lui fait n'est pas une remise gratuite, c'est simplement de tourner la page et de lui permettre de recommencer. Il faut avant tout, avant d'accorder un pardon, que le coupable se repente. Le repentir est l'essentiel de l'accord, de l'échange qui se fait entre un coupable et un agresseur. Le repentir. Or, il se fait que nous nous trouvons presque 3/4 de siècle après les événements, où en fait, 100 ans après l'avènement et le début du nazisme, nous nous trouvons devant une société dont une partie n'accepte pas encore de se repentir. Il est difficile, dans ces cas-là, de pardonner à l'ensemble de la société, à des individus bien ciblés, c'est tout différent. Chacun, s'il reconnaît sa faute, a le loisir de demander pardon. Et c'est ainsi que je considère que je représente par cette vue un point de vue personnel, le point de vue de mes parents, le point de vue de ceux de ma famille qui ont survécu, et ils sont peu nombreux, et probablement une vision du monde juif. David, est-ce que vous vous sentez toujours en danger? Alors, je pense avoir cerné le problème tel quel. Est-ce que vous vous sentez toujours en danger de nos jours? Le danger, oui, parce que je ne me sens pas en danger comme survivant. Non, je me sens en danger comme représentant
d'une population qui n'est pas prise plutôt comme représentant d'une population que l'on veut assimiler à une strate, c'est-à-dire je vois dans la société actuelle certaines catégories de personnes qui se croient supérieures et je ne pense pas que cela a une valeur quelconque. Nous sommes tous égaux, tous. Je crois que toutes les religions sont d'accord pour reconnaître que la partie la plus importante de ce livre qu'est la Bible, la Genèse, c'est que l'homme et la femme ont été créés le même jour et que nous sommes tous des enfants de ce couple-là, tous des enfants et tous égaux. Et dans ce cas-là, comme ce n'est pas pour le moment ce qui est largement diffusé, oui, je me sens en danger, mais comme tout homme qui, à ce moment-là, réalise que notre société n'est loin d'être parfaite. David, pourquoi pensez-vous que c'est important de parler aux étudiants, de donner votre témoignage aux étudiants? Je remercie de s'intéresser à ces problèmes. Je crois qu'il est important qu'ils se rendent compte que ce qui s'est passé en Europe, dans le monde en fait, à une époque définie, est qu'il est possible que cela se répète, qu'il faut être vigilant et qu'il ne faut surtout pas oublier. Vous m'avez demandé si je pardonnais. Je vous ai expliqué les limites de ce pardon et je crois qu'il est important de s'en tenir à cette vision des choses, ne pas chercher un élitisme, une espèce de perfection. Nous sommes tous amenés à avoir des attitudes qui peut-être peuvent porter à nuire, à apporter un dommage aux autres. Mais tant que nous serons capables de le réaliser, de nous repentir et de ne pas recommencer, je crois que nous avons un avenir devant nous. Je vous remercie. David, quel est votre message aux générations futures? Est-ce que vous avez un message aux jeunes, aux étudiants que vous pensez très important à transmettre? N'oubliez jamais, ayez confiance en l'avenir, soyez bons et justes.